Commande, mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Plusieurs questions économiques de l'heure, beaucoup de sujets, mais nous allons prendre justement quelques questions pour discuter ce soir avec notre invité. Voilà, rapidement, vous rappelle qu'aujourd'hui, nous allons recevoir notre consultant maison. Il s'agit du professeur Nico Omeonga. Il est professeur des universités, économiste de formation. Voilà, avec lui, toutes les questions seront passées au peine fin. Entre autres, nous allons discuter autour de cette mobilisation de recettes fiscales dont tout le monde en parle, mais nous allons savoir par rapport aux orientations pour des priorités et urgences du pays. Et puis, on va parler aussi rapidement de la rareté des produits pétroliers, entre autres le mazout qui ne se fait pas voir et avec quel effet d'entraînement. Voilà. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Madame Matondo. Bienvenue dans EcoMonde. Merci. Déjà, il y a rareté de produits et puis de l'autre côté, il y a le gouvernement qui se félicite au travers de régies financières, qui a eu une grande mobilisation des recettes fiscales. Alors, commençons d'abord par la mobilisation des recettes fiscales. Quelle orientation, d'après vous, en tant qu'expert, comment orienter ceci avec les chiffres que vous allez vous-même donner maintenant? Quelles sont les priorités, les urgences? D'abord, comment avez-vous accueilli la nouvelle? Merci, Madame la journaliste. Bon, vous savez, dans notre pays, on en fait un peu trop. Quelque chose qui relève de l'ordinaire, on a fait de l'extraordinaire et même ceux qui ont même parlé d'une mobilisation fiscale historique. Le mot est trop fort. Mais qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est quoi au juste? 1,7 milliard de dollars qui ont été mobilisés par la DGI. Est-ce qu'il y a eu réellement mobilisation? J'en doute. Ce qui est vrai est que ces fonds-là ont été mobilisés, ce n'est pas par un effort ou par quelque chose qui sort de l'ordinaire. Qu'est-ce qui a été fait? Il y a eu paiement anticipatif des recettes fiscales. En d'autres termes, il y a des acomptes provisionnels. C'est quoi les acomptes provisionnels? Toutes les sociétés, toutes les entreprises payent à la fin de l'exercice comptable, c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année, les impôts sur les bénéfices commerciaux et industriels. Mais on a, comme c'est de coutume, on demande à ces sociétés de payer anticipativement. Et toutes ces sociétés ont payé, ont avancé, ont payé à la fin du mois d'avril. On n'est pas encore à la fin de l'année. Ils ont payé anticipativement. Le fait que ces sociétés ont payé anticipativement, c'est ce que nous appelons des comptes provisionnels. Et si par cette opération qui n'est pas une première, vous assimilez ça à une performance économique, une performance en termes de mobilisation, là, je n'en reviens pas. Et même les agents fiscaux de la DGI qui nous suivent parfois s'étonnent de la manière dont on a essayé un peu d'extrapoler, exagérer, alors que c'est quelque chose d'ordinaire. Est-ce que cette mobilisation serait du populisme? À la limite, je dirais même que c'est de la propagande. Parce que la mobilisation, est-ce que 1,7 milliard pour un pays comme le nôtre, est-ce que le potentiel, parlons du potentiel fiscal, parce que tout ce qui a été fait là, les 1 milliard, porte sur quoi? Quelle est la base fiscale? Quelle est l'assiette? Ça porte seulement autour de 20% de ce qui devrait être mobilisé. En réalité, s'il y a mobilisation, il faut multiplier par 5. Parce que 80% des activités économiques congolaises sont dans une opacité indescriptible. Et elles évoluent dans ce que nous appelons le secteur informel. Le secteur informel, c'est-à-dire le secteur qui n'est pas perçu par les fiscs. Donc, dire qu'il y a eu performance et même performance économique, je dis non. J'encourage ces gens de multiplier de manière à ce que dans les jours à venir, qu'il y ait réellement performance. Et puis il y a un autre élément. À la base, on fait
des assignations pour la plupart des cas minimalistes. Parce qu'à la fin, ils s'attendent à la prime qu'on doit leur donner par rapport à la performance. Parce que ce qui est convenu, que le contrat qui est convenu entre le gouvernement et ces sociétés, ces régies financières, c'est que chaque fois qu'ils mobilisent au-delà des assignations, ils ont une prime de performance. Et donc, ils s'arrangent pour minimiser pour les assignations de manière à ce qu'ils arrivent à mobiliser autant. Et ce n'est pas une première. Les gouvernements passés, on a parlé du temps de Matata, on a parlé de doublement, triplement des recettes. Et à ce temps-là, on n'a pas parlé de performance historique. On a compris, tout esprit lucide et tout économiste avéré et fiscaliste, c'est que tout ce qui a été fait, c'est un peu de la propagande et même du populisme. Professeur, est-ce que vous ne croyez pas quand même à cet assainissement de notre système fiscal? Peut-être c'est ce qui a apporté des performances. Non, est-ce qu'il y a un assainissement? J'ai un doute. Parce qu'il faut une réforme de fond en comble. La réforme ne se limite pas à une sorte de proclamation, de lois, de codes. Mais le problème, c'est la mise en œuvre. Mesures qui devaient accompagner notre fiscalité. Ces 28 mesures ont été réellement appliquées telles que souhaitées ou levées par les législateurs. C'est tout ça le problème. Ces pays ici, si tout dépendait seulement des lois qui sont votées au Parlement, on serait déjà un paradis. Mais le problème qui est dans notre pays, ce n'est pas le problème des lois. Et d'ailleurs, nous avons une sorte d'inflation législative. Nous avons beaucoup de lois que beaucoup de pays dits démocratiques ou des pays développés n'en ont pas. Mais le problème, ce n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est de la mise en œuvre de ces lois, de ces décrets, de ces décisions, de ces réformes, de ces mesures qui encadrent la réforme. C'est ça le problème. Le gros problème dans notre pays, c'est comment arriver à la mise en œuvre de toutes ces réformes qui sont initiées. Mais si on se limite seulement à voter des lois, à initier des réformes qui ne sont pas suivies d'actes, je crois on ne pourra rien faire de bon. Et encore une fois, s'il y a réellement mobilisation, je suis tenté de vous suivre. Mais quel est l'impact social? Parce que tout ce qui est mobilisé, ça doit être en faveur. Se fait sentir sur terrain. On ne les ressent pas. C'est la question. Je sais par rapport à d'autres priorités et urgences. Nous sommes ici, c'est vous qui posez des questions, moi je réponds. Mais je me permets de vous poser la question. Vous êtes parmi les bénéficiaires de cette mobilisation des recettes fiscales. Est-ce qu'on ressent dans les vécus quotidiens? Est-ce que le panier de la ménagère s'est pour autant amélioré? Est-ce que la grogne sociale, les revendications sociales qu'on observe ça et là, ont eu gain de cause? Les profs, vous m'avez présenté comme professeur d'université, il y a des promesses qui ont été tenues, qui ont été faites. Est-ce qu'elles sont tenues? Mais parce que le gouvernement maintenant a des moyens de sa politique, parce qu'il a mobilisé des recettes. Mais je crois les revenus pour rencontrer des différentes préoccupations. Sinon, les gens encore, les professeurs en premier, vont encore se retrouver dans la grève et on aura fait quoi dans l'entretemps? Voilà, professeur, pour vous, s'il y en avait déjà, s'il y a déjà quelque chose dans l'assiette ou au trésor public, alors comment orienter cet argent? Par où commencer? Quelles sont les grandes zones économiques qu'il faudrait affecter cet argent? Non, vous savez, notre pays, c'est clair. Vous savez, dans tout gouvernement responsable, il y a trois dépenses. La dépense, la première dépense, c'est la plus importante, c'est les domaines productifs. Maintenant peut-être on va arriver. Il y a un domaine qui bat de l'aile, l'agriculture. Nous sommes caractérisés par une insécurité alimentaire. Déjà, les derniers rapports de FAO a démontré qu'il y a 27 millions de Congolais qui sont dans l'insécurité alimentaire indescriptible. Mais on peut même orienter dans ce secteur. L'agriculture, par exemple, avec tout ce que nous perdons en termes d'importation des produits alimentaires. Est-ce que l'État n'est pas venu pour orienter de manière à ce que les produits alimentaires soient produits localement et consommés localement, au lieu de gaspiller encore beaucoup d'argent pour importer des déchets alimentaires qui nous causent des maladies cardiovasculaires?
Je crois le secteur le plus important, c'est le secteur productif, parce que ça a un effet d'entraînement. Mais nous, qu'est-ce qui arrive souvent? Tous les gros de nos moyens, on les met dans les dépenses de consommation, c'est-à-dire payer les fonctionnaires, les agents de l'État, mais aussi des institutions, les trains de vie des institutions. Je crois les revenus, on est menacé, il y a la guerre, il y a la crise. Nous sommes une économie extravertie et tout ça. Je pense que c'est maintenant de faire des économies. Faire des économies, c'est par exemple réduire les trains de vie des institutions. Réduire les trains de vie, on peut par... Il faut, comme j'ai toujours dit, le devoir d'exemplarité. Mais ce gouvernement-là, éléphantesque, pourquoi faire? Parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. On ne peut pas réduire de moitié ce gouvernement-là, resserrer de manière à orienter des actions et on aura dégagé certains moyens et pour peut-être soutenir nos forces armées qui se battent à l'Est. Avec des maigres moyens. Mais pourquoi ne pas dégager des moyens pour soutenir nos FARDC qui se défendent variablement pour conserver l'intégrité de notre territoire? Je crois qu'il y a des secteurs, les secteurs sont nombreux, mais au moins parce qu'on est en guerre. L'industrialisation de la RDC, est-ce qu'on ne pouvait pas promouvoir l'industrie congolaise? Non, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été mon credo. Mais l'industrialisation. Cette mobilisation suffit? Non, je ne pense pas qu'avec 1,5 milliard ou 1,7 milliard qu'on imagine déjà industrialiser la RDC. La RDC, c'est un continent. Mais encore que, vous savez que l'industrie congolaise n'existe pas. Si elle existe, elle est encore au stade embryonnaire. Elle est vétiste. Les quelques rares industries qui ont existé, tenez, déjà, quand nous accédons à l'indépendance, on avait au moins 6500 industries. C'était beaucoup. C'était un peu beaucoup par rapport à la population de l'époque. Mais arrivé dans les années 80, nous sommes passés de 6500 industries à 1800. Mais aujourd'hui, là, nous n'avons que 80 ou 60 ou 80 industries. Donc, déjà, on peut relancer quelques industries qui ont existé, mais qui, parce que par la mauvaise gouvernance, par la gouvernance kleptocratique, ont failli et sont devenus des canards boités. Je crois qu'on peut relancer. Mais je pense pour le moment, la priorité, c'est la guerre. Nous devons d'abord préserver la paix. Nous devons nous défendre contre l'agresseur. On peut orienter, s'il y a réellement des moyens qui ont été dégagés, pourquoi ne pas orienter pour soutenir nos forces armées qui se battent pour préserver l'intégrité territoriale. Professeur, vous ne pensez pas que cette mobilisation va sensiblement élever un peu les chiffres du budget national? Parce que finalement, il y a l'effort de guerre, nous avons la guerre déjà à l'Est, là-bas. Il faudrait beaucoup de moyens pour la logistique et tout, pour nos vaillants FARDC que nous saluons en passant. Et puis, vous avez le projet de développement de 145 territoires. Vous avez le projet Chile-Gelou, vous avez route sans trou à Kinshasa, vous avez relié la République démocratique du Congo par des routes. Nous avons aussi des routes de voies de dessert agricoles qu'il faudrait rapidement construire ou réhabiliter. Professeur, face à la mobilisation des recettes, s'il faut tripler, doubler, quadrupler, quelle sera votre motivation? La motivation est simple. Je crois que le législateur a prévu. Là, nous sommes dans le domaine des finances publiques. Bon, si, parce que vous insistez, et je ne sais pas pourquoi, si réellement il y a une mobilisation, le budget a un caractère prévisionnel. Bon, si on a mobilisé au-delà de ce qu'on a prévu, mais le législateur, qu'est-ce qui, dans ce cas-là, on fait un collectif budgétaire. C'est qu'on revient encore au Parlement pour réajuster le budget. Et on peut faire un budget rectificatif parce que la mobilisation, comme vous aimez bien la mobilisation, mais on revient au Parlement pour dire que non. On a assez d'argent, il faudrait... Oui, parce qu'aucune dépense publique ne peut être faite sans l'autorisation préalable du Parlement. Donc, le budget a été, on a estimé qu'on devrait par exemple avoir 1 milliard. Mais si on a 2 ou 3 milliards, on revient encore pour faire un recadrage, on appelle ça collectif budgétaire, et orienter ces fonds dans les secteurs
quel législateur que nous supposons représente les peuples congolais va donner comme orientation au gouvernement en place. Mais si tel n'est pas le cas, comment ils vont-ils utiliser ces fonds qui sont au-delà de ce qui a été prévu? Si on le fait, ça sera un détournement, ça sera de la gabegie. Effectivement. Donc, pour respecter la discipline budgétaire, donc, ils doivent venir au Parlement, si réellement il y a eu mobilisation des recettes, pour que le Parlement leur donne l'orientation. C'est ça que ça se fait dans des pays modernes, des pays qui se veulent démocratiques, des pays de droit. C'est-à-dire, vous allez au-delà, s'il y a des excédents budgétaires au cours de l'exercice, on revient encore au Parlement pour faire un collectif budgétaire. Très Donc bien, là, il n'y a pas de souci. Voilà. Deuxième point, notre point sensible ou le point saillant, c'est la rareté des produits pétroliers. Professeur, vous êtes vous-même, Oui. je pense que vous avez un véhicule, vous avez des frères qui vivent au-delà de Kinshasa, à l'intérieur du pays. Nous sommes censés de subir cette rareté parce qu'il y a des effets d'entraînement. Des choses. La première chose, en tant qu'économiste, je préfère parler de la pénurie des produits pétroliers parce que tous les biens économiques sont rares. Ça, c'est une précision que je devrais apporter. Mais nous observons cette pénurie du carburant. Mais il y a des raisons. Parce que au départ, nous sommes une économie extravertie. Nous sommes totalement dépendantes de l'extérieur. Une triple dépendance. Dépendance financière, dépendance commerciale et technologique. Pour parler du carburant, vous savez que le carburant que nous utilisons vient de l'extérieur. Vous êtes sans ignorer qu'il y a guerre en Ukraine. Et comme dans le système de la mondialisation, nous sommes devenus comme un village. Ce qui touche à un pays peut avoir des répercussions sur l'ensemble, sur le reste d'autres pays. Notez, les carburants qui se négocient autour de $100, les barils, aujourd'hui, depuis hier, depuis le 30 mai, le carburant est passé, les barils aujourd'hui se négocient à plus de $120. C'est déjà. Donc, s'il y a une augmentation de plus de 20%, donc cela a des répercussions sur la situation ou la distribution de produits pétroliers qui sont commercialisés à l'intérieur ici. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pourquoi il y a pénurie? Pourquoi il y a ce gel? C'est parce qu'au départ, les seuls secteurs dont les prix sont administrés par l'État, l'un des secteurs, c'est le secteur de l'énergie, et principalement le carburant. Donc, aucune société pétrolière n'est pas d'autorité ou de degré fixer les prix. Ça se négocie et au finish, c'est l'État, c'est le gouvernement qui fixe les prix. Maintenant, depuis l'année passée, avec la hausse du baril de pétrole, le pétrole et le carburant devraient se vendre en principe à 3500 francs congolais. Mais l'État dit que si on laisse la liberté ou la vérité des prix dans ce secteur, il y aura emballement. C'est-à-dire que les prix vont augmenter et ça aura des effets d'entraînement pervers dans tous les secteurs des activités économiques. Et l'État dit que non, moi je bloque les prix. Vous fixez à 2000, les gaps là, les manques à gagner de 1500, moi je vais payer. Ok, d'accord. Mais l'État, il doit payer, mais si, comme économiste, les gaps là s'évaluent au moins à 42 millions de dollars les mois. Et quand vous faites toute une année, l'année passée, c'est au-delà de $1,5 milliard que l'État devait. Mais qu'est-ce que l'État devrait faire? On devait faire la compensation. Parce que dans l'entretemps, ces sociétés pétrolières payent des redevances pétrolières à l'État. Mais quand vous regardez, quand on fait la compensation, l'État doit à ces sociétés pétrolières. C'est ainsi qu'au début de l'année, ces sociétés pétrolières ont demandé d'abord à l'État d'appuyer les dettes qui ont été occasionnées par ce blocage des prix et que les gaps que l'État... Mais
l'État, à ce temps-là, ne pouvait pas. Ils ont encore renégocié. Mais dans l'entretemps, il y a encore hausse de prix. Et si nous devons expliquer la vérité des prix, à la pompe, ça peut être à 4 800. 3 000 francs. Et donc, tous ces gaps-là doivent être supportés par l'État. Troisième raison, c'est la gestion aussi des stocks. Pour ces sociétés-là, je pense que ce sont des véritables managers. Ils doivent gérer. Il y a les stocks alertes et les stocks de sécurité qui devraient en principe être... Parce qu'on ne pouvait pas, dans un pays comme le nôtre, qu'on arrive où il n'y a pas de mazout, il n'y a pas de kérosène. Non, parce que dans l'entretemps, il y a quand même des stocks alertes, il y a des stocks, les stocks de sécurité. Et ça, ce sont les gestionnaires de ces différentes sociétés pétrolières qui devraient faire preuve d'une gestion orthodoxe, d'une gestion saine par rapport au stock de produits pétroliers. Mais ils ne l'ont pas fait. Voilà les trois raisons qui expliquent. Vous ne pensez pas que c'est un bras de fer entre le gouvernement et ceux qui sont censés de nous fournir en produits pétroliers? Non, ce bras de fer n'en est pas un. Et l'État doit faire preuve de matérialité, de responsabilité. Parce que ces gens-là, ce sont des opérateurs économiques. Ce ne sont pas des philanthropes. Quand ils viennent, et puis toutes ces grandes sociétés-là, ce sont des sociétés, ce sont des filiales des sociétés, des entreprises multinationales. Et ils viennent faire leurs affaires, ils viennent faire gagner de l'argent. C'est du business. Donc ils ne vont pas là pour les beaux, ils sont pas là pour les beaux yeux des Congolais. Donc l'État qui est responsable, qui doit préserver la paix sociale, qui doit donner tout ce qu'il faut pour permettre la fluidité des déplacements, des véhicules, des personnes, doit tout faire pour respecter ses engagements vis-à-vis des sociétés, de manière à ce que les carburants soient disponibles, soient à la portée de toutes les bourses. Sinon, s'ils se mettent dans un bras de fer, quand des éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. Et les herbes ici, c'est le peuple congolais. Moi, je ne veux pas, pendant que le peuple a... assez de problèmes. C'est des problèmes. Tout le peuple a une pensée orientée à l'Est parce que le pays est menacé de balkanisation. Je crois que le gouvernement, qui doit nécessairement être un gouvernement responsable, ne doit pas se mettre dans ces bras de fer. On n'en a pas besoin. Déjà, il y a beaucoup de défis qui n'arrivent pas à relever. Je ne pense pas que s'il se met encore dans cette position antagoniste avec les sociétés pétrolières, parce que n'oubliez pas, l'économie des transports. Parce que quand il y a augmentation des transports, ça a des répercussions dans tous les secteurs. Et là, on va assister à une inflation, à des pressions inflationnistes qu'on ne saura pas gérer pendant que le panier de la ménagère déjà est créé. Donc, on ne peut pas rajouter encore dans cette situation précaire, dans cette situation insupportable des ménages, les rajouter encore ces fardeaux-là de tracasseries, de difficultés de prendre les transports. Donc, et assister à des hausses de prix exagérées. Moi, je pense que le ministre de l'économie, ou celui qui fait office de ministre de l'économie, doit prendre les hydrocarbures, ils doivent s'entendre de manière à ce que la solution soit vite trouvée pour que la circulation et l'activité économique renaît. Parce que sans énergie, aucune activité économique n'est possible. Tout est bloqué. Donc on a besoin de remettre toutes les choses. Alors, professeur, en tant qu'expert, comment débloquer cette situation? Finalement, il y a l'État qui dit il faut ça, et les exigences entre autres, des multinationales, ceux qui sont censés nous fournir en produits pétroliers. Quelles sont les pistes de solutions si vous étiez là devant le ministre des hydrocarbures, entre autres le ministre des Finances? Comment procéder? Ce serait très simpliste de réduire cette question seulement à ces deux ministères. Mais c'est une question qui engage l'État. Moi, je pense que la première des choses, parce que le gouvernement s'essouffle. Je parie qu'il n'a pas assez de moyens. Mais quand on n'a pas de moyens, pendant la guerre, on fait quoi? On réduit les trains de vie des institutions. Ça, c'est première solution, d'abord, le gouvernement. La première solution. On peut ramener ce gouvernement à 20 ministères. Très bien. 20 ministres déjà, on aura dégagé le Parlement. Mais on peut aussi, parce qu'ils doivent l'effort de guerre. L'effort de guerre, et même c'est ce de que la j'ai vie dit. chère.
Parce que Et ils doivent aussi se délester de certains avantages exagérés. Et leurs émoluments, on peut les réduire de moitié. Et ça peut dégager encore. Si déjà on réduit de moitié, le gouvernement, le Parlement, l'Assemblée nationale, lui seul, a un budget peut-être de 10 millions. Si on réduit de moitié, ça peut dégager encore d'autres. Et ainsi de suite. Parce que les multinationales ici, je ne fais pas l'avocat des multinationales. Je ne pourrais nullement le faire. Mais ici, ils sont dans des conditions où ils font ce qu'ils doivent faire. Ils font le commerce, ils font les affaires. Donc, c'est à l'État de payer la facture. Et quand ils payent la facture, ces gens-là vont s'approvisionner à carburant. Et le carburant sera dans toutes les stations-service. 42 millions par mois. Et alors, l'effort de guerre, finalement, ici, il y a déjà des inspecteurs de l'EPSP qui menacent déjà d'aller en grève. Il y a déjà un sérieux problème de mobilité dans des grandes villes. Et alors, à l'intérieur du pays, comment se présente la situation? Vous ne trouvez pas que l'heure est grave? L'heure est grave. Quand il y a l'heure est grave, il faut prendre des décisions graves. Des décisions graves qui ne nécessitent pas les changements, la modification de la loi. C'est la composition du gouvernement. Je reviens encore. La composition du gouvernement, ça ne demande pas qu'il y ait un vote au Parlement ou qu'il y ait une loi pour réduire. La loi ne prévoit même pas la taille du gouvernement. On peut ramener ça à 20 ministères. Juste 20 ministres. Et même une dizaine, pourquoi pas. Fusionner économie, budget, tout ça finance, mais tous ces secrétaires environnement, hygiène, tout ça. Les secrétaires généraux des pays comme la Belgique, ils ont parfois des crises gouvernementales, mais les pays fonctionnent normalement. Je crois que nous avons des secrétaires généraux qui peuvent mener des tâches qui ne peuvent pas l'être par les 20 ministres qui pourront être en place. Donc si on réduit déjà les dépenses politiques, ça dégage des crédits importants ça soulage un peu pour résoudre ces problèmes. Mais si vous mettez les nerfs de la guerre, c'est les moyens, parce qu'on doit acheter des munitions, on doit acheter les armes, il faut motiver les vaillants militaires. Ça demande des moyens. Mais il faut le ramener là-bas. Seriez-vous... S'il y a manque de kérosène et tout, finalement tout est bloqué aussi. Comment seriez-vous dirigeant quand le pays est occupé? Il faut commencer par libérer le pays et ainsi vous allez bien gérer. Donc, nous devons nous serrer tous la ceinture. Et en premier, les dirigeants. Parce que ce sont les dirigeants qui sont les gagnent gros. C'est à ce niveau-là qu'il faut réduire. Est-ce qu'il y a un problème de prise de conscience maintenant? Vous pouvez appeler les Congolais, tout Congolais, que ce soit le chef de l'État, tout le monde. La prise de conscience, maintenant là. Non, la prise de conscience a toujours été depuis du peuple congolais. Mais on ne l'observe pas au niveau côté des dirigeants. La volonté politique. Non, c'est au niveau des dirigeants où on assiste à des acteurs institutionnels inconséquents, inconscients, mais qui ne prennent pas la gravité de la situation. Mais le peuple congolais, sans la conscience, élever la conscience du peuple congolais, ce pays serait déjà balkanisé. Mais si on tient encore, c'est parce que le peuple congolais est très, très vigilant, éveillé, et il se bat pour défendre son pays. Mais il faut que cet éveil de conscience qu'on retrouve, qu'on constate chez nos compatriotes, que ce soit aussi aux dirigeants. Il faut que les dirigeants aussi prennent, c'est les dirigeants qui devraient être suffisamment prendre la gravité de la situation et en être conscients et prendre des mesures qui vaillent de manière à ce que la situation redevienne normale. Mais sinon, si on se complaît, comme c'est le cas, mais ce pays-là risque un jour, on se réveille, on dit que non, une bonne partie du territoire est entre les mains des envahisseurs. Je crois qu'il faut les repousser. Et pour les repousser, on a besoin les nerfs de la guerre. Les moyens des hommes. Logistique. Les hommes, on peut les mobiliser. Et les finances aussi, on fait un appel à des jeunes. Je crois qu'on peut les rappeler des jeunes qui sont prêts à s'enrôler pour défendre la patrie. Ils sont prêts. Mais il faut aussi des moyens pour les équiper, les former, les nourrir et acheter la logistique. Tout ça, ça demande beaucoup de moyens. Donc, c'est aller au gouvernement de prendre conscience de la gravité de la situation et de mettre tous les moyens nécessaires pour que la situation redevienne normale. Sinon, professeur, nous allons continuer toujours à pleurer. On n'a plus raison, on a pleuré depuis 60. Et dans quelques jours, nous allons célébrer notre 62 ans d'indépendance. Même s'il y a infantilisation, est-ce qu'on doit demeurer éternellement
dans l'infantilisation. Je crois, à 62 ans, si vous avez un enfant, à 62 ans, quelqu'un s'appelle toujours enfant, c'est qu'il y a un problème. Donc, moi je pense, à 62 ans, nous devons nous prendre en charge. Nous devons être des gens consciencieux. Nous devons être capables de défendre et de repousser l'ennemi et arrêter avec une attitude défaitiste, fataliste face à l'agresseur. Au contraire, nous devons repousser l'agresseur. Nous ne devons pas abdiquer. D'accord, professeur, nous allons vraiment vers la fin. Et en tant qu'expert, je sais que les affaires aussi ont peur, comme on dit toujours, de bruit des bottes. Vous ne pensez pas que c'est un danger permanent par rapport à l'investissement, par rapport aux différents investissements qui peuvent venir frapper à nos portes en République démocratique du Congo? Non, c'est permanent. Vous savez qu'on a cru qu'en adhérant à l'OADA, on aurait résolu le climat des affaires. Non, d'abord, pour résoudre le climat des affaires, il y a 3 choses importantes. La première, c'est la sécurité, la paix. La justice. La justice. Deuxième chose, c'est la légitimité des institutions et la crédibilité des acteurs politiques. Parce que la volonté politique, c'est la volonté souveraine. Dans un pays à haut risque, aucun investisseur sérieux ne peut venir y mettre de l'argent. L'investisseur, il a le goût du risque, mais c'est un gibier perré. Là où il y a crépitement des armes, ils ne viennent pas. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, le code des investissements, malgré le code d'investissement, mais il n'y a pas d'investisseurs. Parce que nous sommes toujours considérés comme un pays à haut risque. Aucun investisseur sérieux ne peut venir parce que l'investissement a un caractère long-termiste. Quand on investit, c'est pour gagner dans 10 ans, dans 20 ans. Mais dans un pays caractérisé par l'insécurité permanente, par des violations des droits des hommes, aucun investisseur sérieux peut venir. Mais je crois qu'il faut améliorer ce côté-là, que la paix revienne, que la sécurité revienne, que la justice redevienne indépendante, que nous ayons des dirigeants crédibles et des institutions légitimes. Ainsi, là, le climat des affaires sera au rendez-vous. Et les investisseurs sérieux, pas tous ces vautours qui viennent pas pour investir, pour créer des richesses, mais pour venir participer à la prédation à grande échelle à laquelle nous assistons depuis 3 décennies. Professeur, mais la guerre à l'Est, juste cette phrase ou le mot guerre, vous ne pensez pas que même ceux qui sont là déjà, qui nous aident tant soit peu, ces investisseurs peuvent déjà avoir peur, déjà avoir envie de rentrer? Vous ne sentez pas? Non, même les investisseurs, les quelques rares investisseurs auxquels vous faites allusion, pour la plupart, ils sont dans des activités criminelles ou spéculatives. Il n'y a pas d'investissement sérieux. L'investissement sérieux, c'est l'investissement qui consiste, vous avez parlé de l'industrialisation, c'est à ce niveau-là. Mais est-ce qu'il y a des industries qui sont créées il y a depuis des décennies, des investissements sérieux? Non, ce sont des investissements qui portent ici des activités spéculatives. Sinon, des activités criminelles, c'est là ce qui alimente la guerre à l'Est. Vraiment. Alors, professeur, au-delà de pénurie de produits pétroliers, je parle aussi de cette pénurie de gaz. Alors, est-ce qu'en République démocratique du Congo, nous pouvons parler de la pénurie de gaz alors que le lac Kivu est là, qui explose parfois par manque d'exploitation? Non, qui explose parce que les choses peuvent être là. Elles sont à l'état. Mais il faut faire en sorte pour qu'elles deviennent des richesses. Ce sont des potentialités. Il n'y a pas que ça. Comment attirer alors ceux qui peuvent venir exploiter le gaz? J'ai parlé ici de l'intelligence économique. Mais ça participe à la diplomatie. La diplomatie aujourd'hui, elle n'est pas fondée si ce n'est pas une diplomatie fondamentalement idéologique, c'est économique. Donc il faut avoir des bons diplomates. Et les bons diplomates, ce sont ceux qui nous représentent à l'extérieur. Les ambassadeurs, mais tous les ambassadeurs sont précarisés. Mais comment ils peuvent attirer les investisseurs? Mais on parle de la pénurie, mais il y a aussi la pénurie des produits alimentaires. Finalement, c'est important parce que 50% de la farine, de froment qui nous permet d'avoir les repas les plus consommés, le pain, ça provient de la Russie et de l'Ukraine. Donc nous sommes privés au moins de 50%. Or, la loi de l'offre et de la demande, moins on a, plus ça coûte. Plus on a, moins ça coûte. C'est à quoi nous assistons
une tonne du blé qui était à 260 $ est passée à 400 euros. Donc il y a une augmentation de 65% et ça se répercute ici. Mais là, je salue une collègue de l'UNIKIN qui a trouvé les pains à base de farine de manioc. Je crois qu'il faut maintenant des produits de substitution. Et ça participe à vous, les médias, pour interpeller la population de manière à changer les habitudes alimentaires. Face à cette crise. Qui c'est pendant la crise qu'il y a des découvertes. Effectivement. C'est pendant la crise que des grands hommes se révèlent. C'est pendant la crise que des grands chercheurs se révèlent. Toute crise est une opportunité. Parce que la crise est là. Il y a opportunité pour résoudre les problèmes qui se posent. Alors, en termes de pistes et de solutions, puisque nous tendons vraiment à la fin, quelles sont des mesures ou comment s'organiser au niveau interne? Au niveau interne, pour faire face d'abord à cette guerre de l'Est et puis face à cette crise mondiale due à la guerre de l'Ukraine. Guerre de l'Est. Pour faire face à ça, nous devons avoir une armée professionnelle, une armée dissuasive. Mais l'armée est fondamentalement idéologique. Mais notre armée, malheureusement, au lieu d'être une armée homogène, c'est une armée hétérogène. Parce que c'est une armée ici de mixage et brassage. Or, dans l'armée, la première règle, nous qui enseignons le management, nous inspirons de l'armée et de l'Église catholique, à cause de la discipline et de la hiérarchie. Un militaire qui prend les armes pour tuer sa mère patrie, c'est-à-dire un rebelle, en principe, il ne peut pas revenir dans l'armée. Mais cette armée est composée des anciens rebelles, des anciennes milices, et vous formez, c'est une armée hétérogène. Donc, il faut recréer pour que l'armée devienne une armée nationale, une armée fondamentalement acquise pour la cause nationale. Première chose. Deuxième chose, il faut l'équiper. L'armée, c'est aussi l'équipement, c'est la logistique. Troisième chose, il faut la formation, la mise à niveau. N'envoyez pas les marginaux sociaux dans l'armée. Parce qu'on a toujours tendance qu'à l'enfant est non, l'armée, c'est la discipline. Troisième chose, il faut y mettre des moyens. Non seulement la logistique, il faut aussi le social. Il faut qu'il y ait l'armée, qu'il y ait les militaires, qu'il y ait des cantines et qu'il ait sa solde à la hauteur. Parce que personne ne peut prendre les gros risques s'il est dans la précarité. Mais par rapport à la situation économique, il y a des mesures. J'ai parlé déjà des mesures de courte durée, c'est la réduction des trains de vie. Mais le problème que nous avons, c'est le problème, comme nous sommes une économie fondamentalement extravertie. Donc, la résilience interne est faible. Donc, il faut changer la donne. Quittons de l'armée, au lieu de continuer à être une économie extravertie, redevenons une économie introvertie qui se crée à l'intérieur. Première chose, j'ai toujours dit ici, 3 choses. Les développements des nations se font. Là, il faut envoyer les gros des moyens là où se trouve le plus grand nombre de personnes. Les Congolais sont nombreux à l'arrière-pays, 70%. Donc, les gros des moyens doivent être orientés à l'intérieur. Profond. 3 choses, énergie, c'est-à-dire l'eau, l'électricité. Au niveau de l'intérieur du pays. Et les routes industrialisantes. Et chercher la connexion, l'interconnexion intra-provinciale, interprovinciale, pour qu'il y ait la circulation. Nous sommes un marché important. De 100 millions de consommateurs. Déjà, c'est un marché. Au lieu de nous éparpiller à être présents dans tous les regroupements sous-régionaux et régionaux, commençons d'abord par intégrer notre économie de l'intérieur. On ne peut pas être fort à l'extérieur si on n'est pas fort de l'intérieur. Donc, recréons notre économie de l'intérieur, que nous soyons une économie réellement moderne, viable, que nous arrêtions avec la ruralité économique. Nous ne devons plus continuer à être une économie de rente, de ramassage, mais une économie de création de richesses. Arrêtons avec les registres de potentialités, revenons maintenant à des créations de richesses réelles. Et la création de richesses réelles, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la recherche et développement. Consacrons les gros de moyens dans la recherche pour que la recherche conduise au développement. Si on fait comme on le fait actuellement, les budgets qu'on alloue à la recherche, et surtout quand on veut punir un homme politique, on l'envoie à la recherche. Alors qu'ailleurs, pas comme aux États-Unis, la recherche, c'est un ministère vital.
rien que les États-Unis, première puissance économique mondiale, il alloue au moins 450 milliards de dollars pour la recherche, suivi de la Chine, 300 milliards. Donc, nous devons comprendre que nous devons investir dans la recherche et dans l'éducation, parce que c'est l'éducation qui amène le capital humain. Le capital humain, c'est le capital le plus important. Comme le capital humain est défaillant aujourd'hui, ça entraîne. Au lieu que nous ayons des externalités positives, nous assistons à des externalités négatives parce que le rendement n'est pas au rendez-vous, parce que le capital humain n'est pas performé. Il est temps d'investir dans l'éducation et surtout dans la jeunesse, de manière à ce que nous devenions une économie puissante, parce que notre pays est constitué d'au moins 60% de la jeunesse. Donc c'est un atout majeur. Il faut recycler cette jeunesse, la conscientiser, la former, la professionnaliser de manière à ce qu'elle devienne un atout. Sinon, elle deviendra, ou il est déjà, un goulot d'étranglement. Très bien, professeur. Je pense que nous sommes vraiment à la fin de ce numéro. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes consultant maison. Vous serez toujours là. Non, c'est un plaisir. On est toujours là. Vous m'appelez toujours les serviteurs de la République. En tout cas. Chaque fois que vous estimez que je peux y apporter ma petite contribution quant au débat en rapport avec l'économie, je suis disponible et disposé à venir et à répondre à vos invitations. Je suis consultant maison et je suis là. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce numéro de ce soir. Ecomonde, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis partout dans le monde. Merci aussi à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci aussi à mon réalisateur. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Mbanzangungu. Voilà, vous étiez très nombreux à nous appeler la fois dernière. Merci, je penserai aussi au grand économiste, le professeur Évariste Mabi Moulumba. Voilà, retrouvez cette émission tous les jeudis à 20h20 et la rediffusion, c'est déjà vendredi à 11h. Entre-temps, portez-vous bien. Très bonne suite des programmes sur ATV, la télé autrement. Au revoir.